Je n'ai jamais su faire la différence nette entre l'habitude et le devoir. Pour moi, ils ont longtemps coïncidé, comme deux lignes parallèles qui finissent par paraître identiques si on les regarde de loin. Pendant 4 ans, la comptabilité de notre petite cafétéria familiale a été cette ligne, invisible, méthodique, nécessaire. J'entrais dans les chiffres comme d'autres entrent dans une prière. Les factures se classaient, les relevés s'alignaient, les écarts se corrigeaient. Personne ne m'en remerciait vraiment. On me disait parfois « merci » pour la forme. On me promettait une part plus tard. Ces mots flottaient, vagues et sans date. La cafétéria était la pièce la plus honnête de notre famille. Un comptoir poli, des tasses ébréchées qui revenaient toujours, des clients fidèles qui savaient que le café serait tiède à l'heure du rush et parfait le dimanche matin. Mon père l'avait ouverte il y a 12 ans avec une petite somme empruntée et un optimisme maladroit. Il ne comprenait pas grand-chose au bilan, mais il savait reconnaître l'effort. Moi, j'avais appris à transformer son optimisme en colonnes équilibrées. Je connaissais chaque centime invisible qui maintenait le lieu à flot. Je connaissais les nuits où, faute de trésorerie, j'avais payé des fournisseurs pour éviter qu'ils ne coupent l'essentiel. Ces gestes n'étaient pas des sacrifices, ils faisaient partie du mécanisme. La soirée anniversaire de mon père a tout changé en un instant. On avait décoré la salle comme si la cafétéria allait décrocher une étoile. Mon frère cadet, toujours habile à théâtraliser le quotidien, avait organisé la scène. J'ai regardé les visages, mes parents souriants, des cousins un peu embarrassés, le murmure des conversations. Et puis mon père s'est levé pour parler. Sa voix tremblait d'une fierté qu'il n'essayait même pas de masquer. Il a annoncé une décision, 30% de la cafétéria aux frères, une tonalité qui ressemblait à une récompense, un geste de confiance. Les mains se sont jointes, les regards se sont tournés vers moi comme pour attendre une réaction que j'avais probablement apprise à contenir. Je suis resté silencieux. Ce silence n'était ni de l'indifférence ni de la colère. C'était une suspension. J'ai senti sur le moment une sorte de vertige froid. Comme si, en prononçant ces phrases, ils avaient effacé sans le dire des années de travail silencieux, comme si ma contribution avait été classée dans une case évidente. On me remerciait poliment, on parlait d'un futur vague pour moi, de « quand tout sera plus stable », et ces mots m'ont sonné creux. Je les ai entendus, non pas comme promesse, mais comme une mise en attente indéfinie. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai ouvert le dossier principal de la comptabilité et j'ai regardé les chiffres avec une attention nouvelle, comme si je les lisais pour la première fois. J'ai revu les paiements que j'avais effectués, les avances, les réparations prises en charge, les petits oublis qui avaient été comblés sans bruit. En retraçant la chronologie, j'ai vu l'évidence. Ce que j'avais offert n'était pas reconnu comme contribution, mais comme une commodité. La goutte qui a fait déborder le verre n'a pas été l'annonce elle-même, mais la prise de conscience que ma loyauté avait un prix que les autres ne voyaient pas. Ce calme qui m'a envahi ensuite n'avait rien de théâtral. Il était froid et net. J'ai commencé à noter, ligne par ligne, à documenter, sans émotion apparente. J'ai compris que la seule manière de rendre à ma vie sa valeur était de la mesurer, de la prouver. Je suis devenu méthodique, non par rancœur, mais par nécessité. Il fallait que tout soit clair, nettoyé, lisible. C'était le premier geste d'un plan que je ne m'étais pas encore avoué. Je repense souvent à cette soirée, non pas pour revivre la scène, mais pour comprendre le moment précis où quelque chose en moi s'est détaché. J'avais toujours cru que la reconnaissance venait avec le temps, que la patience finissait par porter ses fruits. Mais ce soir-là, j'ai compris que ce que je prenais pour de la patience n'était en réalité qu'une forme de consentement silencieux. Consentement à être l'ombre, celui qu'on remercie sans regarder vraiment, celui qu'on évoque pour apaiser une conscience, mais qu'on oublie dès que la lumière se tourne vers quelqu'un d'autre. La salle était bruissante de conversations légères, les cousins parlèrent de leurs vacances, les tantes commentèrent la décoration, certains voisins s'extasiaient devant la transformation de la cafétéria, qui semblait méconnaissable sous les guirlandes et les rubans dorés. Je me tenais un peu en retrait, observant la scène avec cette distance discrète dont je ne me rendais même plus compte. Mon frère, lui, se mouvait dans la foule avec assurance, saluant chacun, plaisantant avec les plus jeunes, presque en propriétaire. Je me disais que cela faisait partie de sa personnalité, de cette énergie sociale que je n'avais jamais eue. J'avais fini par accepter que nous étions différents, complémentaires peut-être.
Puis mon père a demandé l'attention de tous. J'ai senti, avant même qu'il ne parle, que quelque chose allait arriver. Peut-être parce qu'il avait ce regard particulier qu'il adoptait lorsqu'il était fier de lui. Peut-être parce que mon frère se tenait près de lui, les bras croisés, souriant déjà comme s'il connaissait la conclusion. Ce que mon père a annoncé ensuite n'était pas seulement une décision financière, c'était une hiérarchie invisible qui se révélait d'un coup, un classement des valeurs familiales. 30% au cadet, un geste réfléchi, préparé, presque célébré. Puis quelques mots sur mon aide, des remerciements vaguement formulés, un « on verra plus tard » qui sonnait comme ces promesses qu'on fait aux enfants pour éviter une discussion. Je ne me souviens plus de la fin du discours. Tout est devenu flou, comme si ma conscience s'était décalée de quelques centimètres hors de mon corps. Je voyais les applaudissements sans les entendre. Je voyais mon frère me faire un signe de tête approbateur, comme s'il validait ma réaction alors que je ne réagissais plus. J'avais l'impression d'avoir été déposé hors de la scène, spectateur de ma propre absence. Je n'ai pas protesté. Je n'ai jamais été de ceux qui explosent ou qui réclament. Pendant le repas, certains convives sont venus me voir pour me dire que c'était normal, que mon frère était plus fait pour ça, que j'avais d'autres talents. Ils croyaient me consoler. Ils ne faisaient que souligner quelque chose que je n'avais jamais voulu admettre. Pour eux, mon travail n'avait jamais été visible. Je faisais partie du décor, un rouage efficace mais silencieux. Une phrase prononcée par ma tante m'est restée en tête. Elle m'a dit que je devais être fier de la réussite de mon frère, que tout le monde savait que la cafétéria n'aurait jamais pu évoluer sans lui. J'ai hoché la tête par politesse. Intérieurement, j'ai ressenti une sorte de glissement, comme si l'image que j'avais de ma place dans la famille ne s'accrochait plus à aucune surface. Quand la soirée s'est terminée, mon frère m'a donné une tape amicale dans le dos, me disant qu'on travaillerait encore mieux ensemble désormais. Il parlait comme si de rien n'était, comme si son nouveau statut n'était qu'une formalité. Il m'a même dit que je ne devais pas m'inquiéter pour ma part, qu'elle viendrait quand les choses seraient plus solides. C'est cette phrase qui a scellé ma décision, même si je ne l'ai compris que plus tard. En rentrant, la cafétéria désormais plongée dans le calme après le chaos de la fête, j'ai ressenti une fatigue particulière, pas physique, mais structurelle, comme si la charpente intérieure de ma loyauté s'était fendue. Chez moi, la première chose que j'ai faite a été d'allumer l'ordinateur. Non par impulsion, mais parce que c'était la seule action qui avait encore du sens. J'ai ouvert les dossiers comptables. Les chiffres m'ont accueilli comme ils le faisaient toujours, neutres, sincères, incapables de mentir. C'est en les regardant que j'ai compris l'étendue de l'aveuglement dont j'avais été victime. Ce soir-là, j'ai vu clairement que je n'étais pas le pilier silencieux qu'il prenait pour acquis. J'étais la béquille invisible qui permettait à l'édifice de tenir debout. Et une béquille, par définition, on la jette dès qu'on n'en a plus besoin. Après cette soirée, j'ai passé les jours suivants dans un état de demi-conscience. Ce n'était ni colère ni tristesse, mais une espèce de lucidité glaciale qui s'insinuait dans chaque geste. Je me suis assis à mon bureau, entouré de classeurs et de reçus, et j'ai commencé un inventaire. Pas pour me plaindre, pas pour réclamer, mais pour savoir. Savoir ce que j'avais réellement donné, combien de temps, d'énergie, d'argent, d'attention avait été investi dans ce que les autres appelaient notre réussite collective. Chaque document, chaque facture, chaque mail ancien ou message oublié est devenu un témoin silencieux. J'ai retrouvé des relevés bancaires d'il y a des années, des virements réguliers vers le compte familial, sous prétexte d'aider un peu. Au départ, cela semblait normal, presque naturel. Mais en les alignant les uns à côté des autres, en faisant défiler les dates et les montants, la réalité a commencé à se révéler. Les chiffres s'empilaient comme des pierres sur une balance que je n'avais jamais vue. Je ne cherchais pas à punir, je cherchais seulement à mesurer ce qui avait été pris pour acquis. Chaque dépense révélait une histoire. 1 200 € pour des réparations de toiture pendant que mon frère construisait sa nouvelle chambre. 800 € pour l'achat de meubles qu'il allait installer dans son appartement. 450 € pour des fournitures qu'il a utilisées sans un merci. Je les voyais, toutes ces transactions, et je comprenais que mon engagement avait été silencieux mais total, invisible mais vital. Plus je compilais les chiffres, plus un sentiment étrange s'installait. Ce n'était pas de la revanche, pas encore. C'était une clarté qui ne me laissait plus d'excuses pour rester dans l'ombre. Les journées se succédaient,
chaque reçu et chaque document s'ajoutant à mon inventaire mental. J'avais l'impression de construire un monument invisible, un témoignage de mon travail et de ma loyauté, mais qui n'avait jamais été reconnu. À chaque soir, je refermais mon classeur en me disant que ce n'était pas la fin, mais le commencement. Le silence de mon frère et de ma famille n'était pas un apaisement. C'était un vide qui m'offrait une possibilité de rétablir l'équilibre, non par confrontation directe, mais par une action discrète, précise, méthodique. Je ne leur parlais pas encore. Je ne faisais que préparer le terrain, comme un architecte qui mesure son édifice avant de poser les premières briques. Tout devait être documenté, chaque détail, chaque élément de ma contribution. Les montants, les dates, les preuves visuelles, les traces numériques, tout. Je me suis surpris à sourire, un sourire froid mais concentré. La situation n'était pas amusante, mais elle devenait claire, ordonnée. Chaque injustice, chaque oubli, chaque merci moi à moitié prononcé prenait place dans un schéma plus large que je pouvais enfin visualiser. C'est dans cette obsession silencieuse que j'ai trouvé une étrange paix. Non pas la paix de l'oubli ou du pardon, mais la paix de la préparation. Je savais maintenant que la justice, si on pouvait appeler ça ainsi, ne viendrait pas d'eux. Elle viendrait de moi, de ce que j'allais reconstruire avec méthode et précision. Cette nuit-là, en éteignant la lumière de mon bureau, je n'avais plus peur. Je savais ce que je possédais vraiment, la certitude, les chiffres, la mémoire, et un plan, lent mais inexorable, pour retrouver ce qui m'avait été pris. Et dans ce calme, j'ai compris une chose essentielle. La vengeance silencieuse est toujours plus lourde que le bruit de l'injustice. Chaque chiffre compilé, chaque document rangé, chaque preuve conservée était un pas vers le contrôle, vers le retour de ma propre histoire dans le récit familial. Les jours suivants allèrent devenir un ballet d'observation et de calcul. Je savais désormais que je ne serais plus jamais spectateur. Je n'ai jamais été un stratège naturel. Je me suis toujours vu comme quelqu'un de pragmatique, un esprit construit sur des lignes droites, des additions simples, des causes et des effets. Pourtant, dans les jours qui ont suivi mon inventaire, quelque chose en moi s'est mis en mouvement, une mécanique lente mais précise. Ce n'était pas un élan impulsif, mais une construction logique, presque mathématique. Je n'ai pas décidé de « me venger ». Ce mot me paraissait trop chargé, trop théâtral, trop marqué par les passions que je n'ai jamais su exprimer. Non, ce que je voulais, c'était rétablir une forme d'équité. Reprendre la place qui m'avait été retirée sans consultation, sans considération. Et pour cela, je devais agir autrement qu'eux, sans bruit, sans scène, sans discours, avec méthode. Ma première décision a été simple, observer. Observer sans intervenir, sans me plaindre, sans éveiller le moindre soupçon. Dans une famille comme la mienne, où les discussions sont rarement profondes, où chacun se contente de phrases superficielles, disparaître derrière un masque de normalité était presque trop facile. Dès que je sentais une question approcher sur comment ça va, il me suffisait de répondre avec un automatisme poli. Cela leur convenait. Ils n'avaient jamais eu envie de regarder plus loin. Pendant ce temps, je continuais d'examiner les chiffres. Non plus pour mesurer le passé, mais pour anticiper les trajectoires. La cafétéria, malgré son charme et sa réputation locale, était fragile. Je connaissais chaque faiblesse de sa structure, chaque risque financier, chaque dépendance à certaines périodes de l'année. Je savais aussi ce que mon frère ignorait, les tendances, les dettes récurrentes, les clauses cachées des contrats. Il ne s'en souciait pas. Pour lui, la gestion financière était un simple détail, quelque chose qu'il considérait comme allant de soi. Je savais qu'il allait mener l'entreprise dans une zone dangereuse. Pas par malveillance, mais par excès de confiance. Je me suis installé dans cette idée, le laisser faire, le laisser avancer sans intervenir, le laisser croire qu'il dirigeait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il ne s'agissait pas de lui nuire activement, mais de le laisser révéler ses propres limites. Peu à peu, j'ai commencé à collecter non seulement des documents, mais aussi des preuves anticipées, copies d'emails, relevés anciens, confirmation de mes paiements personnels pour soutenir l'entreprise, tout ce qui pourrait, un jour, démontrer la réalité. Je créais une traçabilité parfaite de mon rôle, une architecture de faits impossibles à contester. Parallèlement, j'ai appris à réduire ma présence. Quitter plus tôt, rester dans le bureau plutôt que sur le terrain, laisser mon frère se présenter comme la figure visible de l'entreprise. Il adorait ça. Il y trouvait un plaisir presque enfantin.
Chaque fois qu'il recevait un compliment, je voyais dans son regard cette assurance satisfaite de celui qui pense enfin recevoir ce qu'il mérite. L'ironie, c'est que cette satisfaction lui fermait les yeux sur tout ce qu'il ne savait pas. Je me souviens d'un matin particulièrement révélateur. Je l'ai observé depuis l'arrière-boutique alors qu'il expliquait à un fournisseur qu'il gérait désormais les choses importantes. Il utilisait un ton trop confiant, ignorant totalement les implications de ses propos. Je savais que cet excès de certitude l'amènerait bientôt à des décisions imprudentes. J'ai noté mentalement les détails, non par cruauté, mais par prévoyance. Chaque erreur future deviendrait une pierre de plus dans le mur que je bâtissais. Ce n'était pas un plan rapide. Ce n'était pas un piège. C'était une trajectoire logique, laisser la réalité s'imposer d'elle-même. Et au fur et à mesure que la structure se dessinait, je sentais quelque chose en moi s'apaiser. Non pas la douleur de l'injustice, elle restait là, discrète, persistante, mais la certitude que j'avais repris le contrôle. J'étais devenu l'architecte de l'ombre, celui qui voit avant les autres, celui qui avance sans faire de bruit. Je ne cherchais pas de confrontation. Je voulais simplement que, lorsqu'arriverait le moment, tout soit limpide. Que personne ne puisse nier ce que j'avais accompli. Que les faits parlent à ma place. Dans ce silence méthodique, une forme nouvelle de puissance s'était installée. Une puissance tranquille, presque imperceptible. Et je savais que le temps jouerait pour moi. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un équilibre étrange entre l'observation et la préparation. Chaque matin, je me levais à la même heure, préparais mon café et parcourais mentalement la journée comme si elle était un échiquier. Je notais mentalement ce que mon frère allait dire, ce qu'il ferait, les petites décisions qu'il croyait insignifiantes, mais qui avaient en réalité un impact sur l'ensemble de l'entreprise familiale. Ces détails, pour lui invisibles, étaient pour moi des indices, des marqueurs que je consignais dans mon esprit, prêts à être utilisés au moment opportun. Je continuais à apparaître présent quand il le fallait, avec ce sourire mesuré, ce silence poli qui le laissait croire à ma passivité. Mais chaque geste que je faisais, chaque mouvement que je simulais, servait à construire une image, celle d'un frère qui accepte, qui comprend, qui ne se plaint pas. Une image parfaite pour masquer l'architecture secrète que je bâtissais derrière lui. J'ai commencé à identifier les habitudes de mes parents, les fissures dans leur routine. Ma mère, malgré son apparente générosité, avait des moments de fatigue et d'inattention. Mon père, trop occupé par des questions superficielles ou des petites crises domestiques, laissait passer des détails cruciaux. Chacun avait ses failles, et chaque faille devenait un point d'ancrage pour moi. Je ne cherchais pas à les exploiter par malveillance, mais à comprendre la mécanique invisible de notre quotidien pour anticiper les réactions et les décisions futures. Mon frère, lui, était pris dans son élan. Sa confiance grandissait à mesure que je restais silencieux, et il se donnait à fond pour projeter l'image d'un chef capable et assumé. Je notais ses erreurs mineures, ses omissions, les petites contradictions entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Rien de spectaculaire, rien que quelqu'un d'extérieur ne remarquerait. Mais pour moi, chaque détail devenait un fil à tirer plus tard, une pièce d'un puzzle que lui-même construisait sans le savoir. Au milieu de ce contrôle méthodique, j'ai commencé à documenter l'invisible. Les emails non envoyés, les propositions ignorées, les notes sur des décisions passées que j'avais couvertes sans jamais mentionner un mot. Tout était méticuleusement classé, une cartographie de ce qui avait été fait à mon nom, ce qui avait été omis et ce qui m'appartenait par droit ou par effort. Chaque facture, chaque relevé, chaque document devenait une preuve silencieuse de ma présence et de ma contribution. Je passais parfois des heures seul dans la salle de repos, regardant les murs neutres et les étagères vides. Ces instants me semblaient paradoxalement plus riches que n'importe quelle interaction. Là, dans le silence, je pouvais recalculer mentalement mes mouvements, imaginer les conséquences, anticiper la réaction de chacun. J'avais compris quelque chose d'important. Le contrôle ne venait pas de la confrontation directe, mais de la maîtrise du temps et de l'espace, de l'art de rester dans l'ombre tout en tirant les ficelles invisibles. Parfois, je pensais à mon frère et je me demandais s'il se doutait de quelque chose. Je savais qu'il croyait à ma docilité, qu'il interprétait mon silence comme de l'indifférence et non comme une stratégie. Cette erreur de perception était essentielle. Chaque geste calculé, chaque absence de réaction, chaque sourire mesuré renforçait l'illusion. Il avançait, inconscient qu'il construisait ma future victoire,
comme un sculpteur qui façonne une statue sans se rendre compte qu'il sculpte son propre reflet. Et dans ce calme méthodique, je commençais à ressentir un étrange mélange d'anticipation et de patience. La vengeance, si on peut appeler ça ainsi, n'était pas une explosion soudaine, mais un processus long et silencieux. Elle se nourrissait de détails, d'analyses, de petites actions invisibles. Chaque jour passé à observer et préparer n'était pas perdu. Chaque minute m'apportait un avantage que personne d'autre ne percevait. Je me rendais compte que je ne cherchais pas seulement à restaurer ce qui m'avait été retiré, mais aussi à reconstruire un équilibre plus juste. Non pas en punissant les autres, mais en affirmant la réalité des faits, en laissant l'ombre de la vérité s'installer à la place du mensonge tacite qui avait dirigé nos vies jusqu'ici. Et plus je progressais, plus je sentais cette certitude s'ancrer en moi. Le moment venu, rien ne pourrait être contesté. Tout serait clair, incontestable et silencieusement irréversible. Chaque matin, le même rituel se répétait. Je m'asseyais à la table de la cuisine avec mon carnet noir, celui où j'avais commencé à consigner chaque détail, chaque mouvement, chaque décision implicite. Je n'y écrivais pas seulement ce qui se voyait, mais surtout ce qui passait sous les radars, les petits arrangements financiers de mon frère, les promesses oubliées, les notes laissées à moitié effacées. Tout était matière première, tout devenait une carte invisible du contrôle que je maintenais sur ma propre réalité. Au fil des semaines, cette cartographie s'étendait comme un réseau complexe. Je savais exactement quelles habitudes mon frère avait développées, quels moments il utilisait pour s'absenter ou déléguer, quelles failles de mémoire ma mère laissait apparaître, et comment mon père oscillait entre autorité et distraction. Chaque détail était un point de repère, chaque point devenait une intersection stratégique pour l'action future. Je passais également beaucoup de temps à revisiter l'histoire de l'appartement, à relire les factures, les relevés de banque, les photos. Chaque ligne de dépense, chaque transfert d'argent était une preuve silencieuse que j'avais construit, entretenu et protégé ce lieu à ma manière. Les contributions des autres, même généreuses en apparence, étaient ponctuelles et fragmentaires. La réalité de la propriété et de l'entretien était entièrement mienne. Le temps et l'argent, combinés à l'attention minutieuse, formaient un capital invisible que personne ne pouvait contester. Il y avait aussi l'aspect humain, plus délicat. Observer ma famille, dans sa routine quotidienne, m'apprenait beaucoup sur eux. Les gestes de mon frère, pourtant anodins, révélaient son état d'esprit. Son impatience devant les tâches répétitives, sa satisfaction lorsqu'il croyait accomplir quelque chose d'utile pour tous, sa tendance à ignorer ce qui ne l'intéressait pas. Tout cela me fournissait des indices sur la façon dont il percevait l'espace que j'avais construit et défendu. Plus je l'observais, plus je comprenais comment l'ombre de ma présence influençait ses décisions, même s'il croyait agir librement. Un soir, je m'étais assis près de la fenêtre, carnet ouvert sur les genoux, à contempler la lumière qui tombait doucement sur le parquet que j'avais acheté et installé. Les rayons orangés dessinaient des motifs précis, révélant les imperfections que j'avais corrigées de mes propres mains. Chaque recoin, chaque fissure dissimulée, chaque planche parfaitement alignée me rappelait que j'étais le gardien silencieux de cet espace. Je n'avais pas besoin de reconnaissance, pas de applaudissements, juste la certitude que ce que j'avais bâti ne pouvait être effacé par l'illusion d'un cadeau ou par la prétendue générosité de ma famille. Je continuais également à planifier, pas à pas, le moment où l'équilibre basculerait en ma faveur. Les boîtes, les étiquettes, le tri de chaque objet dans l'appartement n'étaient pas simplement un projet logistique, c'était un outil de vérité. Chaque boîte correspondait à une réalité, chaque étiquette à un droit, chaque classement à une preuve. L'idée n'était pas de punir, mais de rétablir la réalité que mon silence avait permis de maintenir intacte pendant des années. Le plus fascinant était de constater comment la patience devenait une arme. Le silence, observé et calculé, avait un pouvoir que le bruit ne pouvait égaler. Les petits oublis, les tentatives de manipulation subtile, les mots non dits de ma famille, tout cela se retournait finalement contre eux lorsque le temps jouait en ma faveur. Je n'avais pas besoin de confrontation, pas besoin de colère visible. Chaque mouvement, chaque décision, chaque absence de réaction contribuait à renforcer ma position, à consolider ce que j'avais déjà acquis. En parallèle, je continuais à affiner mon propre quotidien. Mon appartement n'était pas seulement un espace physique, mais un laboratoire de discipline et d'observation. Je notais les moments où je me sentais le plus concentré,
les instants où mon esprit devenait le plus lucide. Ces observations me permettaient de planifier mes actions, d'anticiper les réactions et de préparer les étapes suivantes avec une précision chirurgicale. Et au fil du temps, j'ai réalisé quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas la confrontation qui me donnerait le contrôle, mais la cohérence silencieuse, la patience méthodique et la maîtrise complète de la carte invisible que j'avais dessinée. La victoire n'était pas dans le bruit d'un geste spectaculaire, mais dans la précision discrète d'une préparation minutieuse. Et plus j'avançais, plus je sentais cette certitude grandir. Lorsque le moment viendrait, tout serait irréfutable, et je serais enfin libre de l'ombre qu'ils avaient cru imposer. Les jours suivants s'écoulaient dans un mélange étrange de routine et de tension latente. Chaque matin, je me levais avec le même sentiment de vigilance. Je marchais dans mon appartement, les yeux glissant sur les meubles et les objets, non pour les posséder à nouveau, mais pour m'assurer que rien n'avait été laissé au hasard. Le silence régnait, mais il n'était jamais complet. Il était chargé de souvenirs, d'indices subtils et de présences invisibles qui me rappelaient chaque étape de cette préparation silencieuse. Je passais des heures à revoir mes notes, à comparer les transactions, à recalculer les coûts, à relire les détails des interventions que j'avais effectuées. Tout était un système complexe de preuves, une trame invisible que je tissais depuis des années et qui commençait à prendre une forme tangible. Même les gestes les plus anodins de ma famille avaient désormais un sens. Chaque déplacement, chaque conversation captée à distance, chaque expression fugace sur une photo ou dans une vidéo envoyée à un cousin devenait une donnée supplémentaire à ajouter à ma cartographie. Il y avait un art dans cette observation silencieuse. Observer sans être vu, comprendre sans intervenir, anticiper sans se trahir. Je voyais mon frère s'agiter dans son quotidien, emporté par une illusion de contrôle, alors que chaque pas le menait exactement là où je voulais qu'il aille. Sa confiance dans le cadre qu'il croyait m'avoir échappé était la meilleure preuve de ma maîtrise. Il pensait que l'appartement, les meubles, les améliorations, tout ce qu'il croyait avoir conquis, m'échappait. Mais chaque action qu'il entreprenait renforçait simplement la solidité de ma position. Pendant ces journées, je me concentrais également sur ma propre vie, mes propres projets. J'avais appris à dissocier la gestion de l'espace familial de mon développement personnel. Je travaillais sur mes ambitions, je lisais, je m'exerçais, je cultivais une discipline mentale qui me permettait de rester concentré, même lorsque la tension devenait presque palpable. L'appartement n'était pas seulement un espace physique, mais un laboratoire pour affiner ma patience, ma perspicacité et mon sens stratégique. Je passais beaucoup de temps à observer les moments où ma famille croyait agir dans l'urgence. Ils avaient leur routine, leurs obligations, leurs distractions. Mais jamais ils ne soupçonnaient la profondeur de ma préparation. Les petits oublis, les incohérences, les maladresses qu'ils laissaient derrière eux étaient autant d'indices que j'enregistrais, analysais et utilisais pour affiner mes plans. Mon carnet noir s'épaississait, chaque page devenait un fragment de vérité, un point de repère dans le silence stratégique que je maintenais. Et puis, il y avait l'anticipation, cette sensation électrique qui traverse l'esprit lorsque l'on sait qu'un moment crucial approche. Je ne pouvais pas me permettre de me précipiter, de révéler mes intentions, mais chaque décision que je prenais, chaque mouvement que j'effectuais, était calculé pour que, lorsque le moment viendrait, tout se déroule parfaitement. Le simple fait de marcher dans mon appartement, de toucher les objets que j'avais acquis, de revoir chaque amélioration que j'avais réalisée, me rappelait la justesse de mon plan. Tout était sous contrôle. Ce qui rendait cette période encore plus fascinante, c'était la transformation subtile des dynamiques de familiales. Sans le savoir, ils avaient commencé à s'adapter à mon absence apparente. Les décisions qu'ils prenaient, les compromis qu'ils faisaient, étaient autant de preuves de l'espace que j'avais laissé derrière moi. Ils essayaient de reproduire un équilibre que je n'avais jamais demandé à être restauré. Et pourtant chaque geste, chaque effort, contribuait à renforcer l'empreinte que j'avais laissée. La solitude, loin d'être un poids, était devenue un atout. Elle me permettait de réfléchir, de planifier et de réévaluer chaque détail. Je n'avais pas besoin d'approbation, ni de reconnaissance. Tout ce qui comptait était la clarté de mes actions et la solidité de ma préparation. Et plus je progressais, plus je comprenais que l'anticipation elle-même était une force. Le simple fait de savoir que le moment de vérité approchait me donnait un pouvoir silencieux, une certitude tranquille que personne ne pourrait déstabiliser. Je me couchais chaque soir avec la même impression.
Demain serait un jour où l'invisible deviendrait tangible. Les semaines passées à observer, à analyser et à cartographier les comportements et les objets, à accumuler les preuves et à peaufiner les détails ne seraient pas vaines. Le silence était ma stratégie, la patience mon outil et l'anticipation mon allié. Tout ce que j'avais fait jusqu'ici n'était pas une simple préparation matérielle, mais un tissage méthodique d'influence, un crescendo invisible qui, lorsqu'il atteindrait son apogée, changerait tout. Chaque matin suivant devenait donc une répétition silencieuse de cette vérité. Je n'avais pas besoin de confrontation, de cris ou de déclarations publiques. Tout serait réglé par la précision, par la maîtrise des faits et par le calme implacable que j'avais cultivé. Et dans ce silence, je sentais une certitude croissante. Lorsque le moment viendrait, la réalité reprendrait sa place, exactement comme elle aurait dû l'être depuis le début. Les jours qui suivirent furent marqués par une attention méticuleuse aux détails. Chaque matin, je passais en revue les listes que j'avais établies, vérifiais les dates des transactions, les preuves de paiement, les photos et vidéos accumulées. Tout était catalogué avec soin, chaque élément placé dans un dossier précis, prêt à être utilisé. Le plan n'était plus une simple idée dans mon esprit. Il avait pris une forme tangible, un réseau complexe de preuves et d'actions à exécuter avec précision. Je me levais toujours tôt, avant que le monde extérieur ne s'éveille, et j'arpentais les pièces de l'appartement. Les meubles, les rideaux, les objets décoratifs, tout était observé sous un angle stratégique. Je n'avais besoin de rien déplacer, de rien toucher. Il s'agissait de comprendre les forces et les faiblesses de l'espace, de mesurer la portée de chaque geste que je devais accomplir. La familiarité que j'avais avec cet endroit, acquise au fil des années, me donnait un avantage silencieux. L'organisation de la logistique était devenue un rituel presque sacré. Les contacts avec les déménageurs, les impressions de documents, les vérifications des accès à l'immeuble, tout était planifié avec minutie. Chaque action devait se dérouler comme une pièce d'un puzzle parfaitement calibré. Je notais mentalement les horaires des voisins, les routines de mon frère et de sa compagne, tout en restant invisible et discret. Il ne devait jamais soupçonner que je préparais un mouvement si décisif. Parallèlement, je continuais à observer la dynamique familiale à distance. Les signaux étaient subtils, mais révélateurs. Les conversations sur les réseaux sociaux, les publications involontaires, les gestes quotidiens qui semblaient anodins, mais trahissaient leur appropriation de l'espace. Chaque détail renforçait la certitude que le plan se déroulerait comme prévu. Ma famille continuait d'agir dans la conviction qu'ils contrôlèrent la situation, alors qu'en réalité, chaque mouvement les rapprochait du moment où tout basculerait. Je passais aussi du temps à anticiper les réactions émotionnelles. Mon objectif n'était pas de provoquer la colère ou la honte, mais de restaurer l'ordre et la justice, sans besoin de confrontation. Je réfléchissais à la manière dont chaque élément serait perçu. Les boîtes soigneusement étiquetées, les preuves claires et incontestables, le processus méthodique. Tout devait parler de lui-même. L'efficacité silencieuse serait plus puissante que n'importe quelle explication ou reproche. Dans cet intervalle, j'alternais entre la planification et le calme intérieur. Les promenades dans le quartier, les lectures et la méditation mentale m'aidaient à maintenir une concentration absolue. Je savais que le moindre relâchement pouvait compromettre des semaines de préparation. Le contrôle de mes émotions était essentiel, tout comme l'anticipation des gestes de mes proches. Leur sentiment de sécurité, leur illusion de maîtrise étaient la clé de mon succès. La veille du mouvement décisif, chaque pièce de l'appartement fut inspectée une dernière fois. Je vérifiais les systèmes de sécurité, les accès, les clés de rechange et les numéros de contact. Tout était prêt. La précision et la patience, mes alliés fidèles, avaient transformé un plan imaginé en une opération concrète. Chaque dossier, chaque document, chaque étiquette sur une boîte représentait non seulement un geste matériel, mais une affirmation de ma clarté et de ma maîtrise. J'observais également l'état émotionnel de ma famille, encore inconsciente du tournant imminent. Les gestes, les publications et les conversations montraient leur confort dans l'illusion. Ils ne se doutaient pas que chaque pas qu'ils faisaient renforçait leur dépendance à ce que je possédais réellement et à ce que je m'apprêtais à reprendre. Cette anticipation silencieuse, cette tension contrôlée, donnait à chaque matin une densité particulière, comme si l'air lui-même retenait son souffle en attendant le moment. Et enfin, à l'aube du jour prévu, je ressentis cette étrange combinaison de calme et d'intensité.
Tout était en place, tout avait été anticipé. Le plan, longuement préparé, pouvait maintenant se déployer sans heurts. La maison, le silence, les preuves et les objets formaient un ensemble harmonieux qui attendait seulement l'instant décisif. Tout ce que j'avais construit, chaque heure passée à observer, analyser et préparer, culminait dans cette attente. Le mouvement final n'était plus un projet lointain, mais une réalité imminente qui allait transformer le rapport de force et restaurer ce qui m'avait été légitimement acquis. Chaque respiration était mesurée, chaque geste intérieur calculé. Le moment approchait. Tout serait prêt pour que la vérité, silencieuse et méthodique, reprenne sa place. Le matin où tout devait se mettre en marche, je me réveillais avant même que la lumière ne filtre à travers les rideaux. L'air était immobile, presque chargé d'une gravité subtile, comme si l'appartement lui-même savait que quelque chose allait changer. Je restais allongé quelques instants, écoutant le silence dense autour de moi. Il n'y avait pas de doute, pas d'hésitation. Tout ce que j'avais préparé pendant des semaines convergeait vers cette journée précise. Je me levais lentement, prenant soin de garder une respiration calme. Le rituel du matin, habituellement automatique, prit un sens particulier. Chaque geste, ouvrir les volets, marcher jusqu'à la cuisine, remplir un verre d'eau, faisait partie d'une chorégraphie méthodique. Je voulais aborder cette journée avec une clarté totale, sans laisser l'émotion troubler la précision nécessaire à l'exécution. Le premier mouvement fut de vérifier une nouvelle fois les dossiers que j'avais soigneusement assemblés. Les photos étaient là classées par ordre chronologique, les factures placées dans des pochettes transparentes, les relevés de transactions annotés pour éviter toute ambiguïté. Je relus chaque page comme si c'était la première fois, m'assurant qu'aucun détail ne m'avait échappé. Ce dossier n'était pas seulement une collection de preuves, c'était la projection matérielle de mon contrôle, la synthèse de mon anticipation et de ma rigueur. Puis je me tournai vers les cartons. Ils se tenaient alignés, déjà prêts, portant chacun une étiquette précise. Cuisine, électronique, documents privés. Tout avait été emballé avec soin. Les objets fragiles protégés, les câbles enroulés proprement, les outils regroupés au même endroit. Ce n'était pas un déménagement improvisé, c'était la récupération méthodique de ce qui m'appartenait. Je passai ma main sur l'un des cartons, ressentant une sorte de satisfaction profonde. Le travail de préparation avait été long, parfois fastidieux, mais il avait affûté ma patience et renforcé ma détermination. J'avais planifié l'arrivée des déménageurs à une heure précise, suffisamment tôt pour éviter les regards indiscrets des voisins, mais pas assez pour éveiller le moindre soupçon. Leur professionnalisme m'avait été recommandé, et j'avais choisi une équipe capable de travailler rapidement et silencieusement. Je les avais informés à l'avance des accès à utiliser, des objets à manipuler avec précaution, de la nécessité d'éviter tout bruit inutile dans l'immeuble. Pendant que j'attendais leur arrivée, je me mis à marcher lentement dans l'appartement. Chaque pièce avait une histoire, chaque angle un souvenir. Je repensais à tout ce que j'y avais accompli. Les améliorations matérielles, les heures passées à arranger, optimiser, entretenir. Et pourtant, je n'éprouvais ni nostalgie ni regret. Les lieux avaient été les témoins de mon implication, mais ils n'étaient qu'une scène temporaire. Ce que je reprenais aujourd'hui, ce n'était pas seulement des objets, mais le récit que l'on avait tenté de réécrire en mon absence. La sonnette retentit enfin. Un son bref, discret, mais qui résonna comme un signal. J'ouvris la porte aux déménageurs, leur expliquai calmement la répartition des cartons, montrai le chemin, indiquai les objets importants. Ils se mirent immédiatement au travail, organisés, efficaces. Je restais en retrait, supervisant silencieusement chaque étape. Rien ne devait être oublié, rien ne devait être déplacé sans raison. L'ensemble ressemblait presque à une opération chirurgicale, précise, propre, maîtrisée. À mesure que les cartons disparaissaient un à un dans le camion, je ressentais un détachement croissant. Ce n'était pas une fuite, encore moins une rupture. C'était une réaffirmation tranquille de mon autonomie. Je voyais déjà la réaction future de ma famille, la surprise, le déséquilibre, peut-être même la confusion. Ils découvriraient une absence qu'ils n'avaient jamais anticipée, une réalité qu'ils croyaient maîtriser, mais qui leur avait échappé depuis longtemps. Quand les déménageurs eurent terminé, il ne restait plus dans l'appartement qu'un silence étrangement pur. Les pièces paraissaient plus vastes, presque étrangères. Je fis un dernier tour, non pour vérifier quelque chose,
mais pour constater la justesse de mon geste. Tout avait été exécuté avec la précision que j'avais recherchée. Aucun bruit excessif, aucune trace d'hésitation, aucun signe de précipitation. La logique avait prévalu. En refermant la porte derrière moi, je ressentis un apaisement profond. Le plan avait été mis en mouvement sans fausse note. Je n'avais pas cherché à provoquer, ni à blesser, ni à humilier. J'avais simplement repris ce qui m'appartenait, dans l'ordre exact que j'avais déterminé, avec une fermeté tranquille que personne ne pourrait contester. La journée ne faisait que commencer, mais déjà je savais qu'un chapitre venait de se clore. Du côté de ma famille, l'incompréhension ne tarderait pas à apparaître. Du mien, une certitude nouvelle se formait. J'avais franchi un seuil important, non par colère ou par revanche, mais par cohérence. Et désormais, l'histoire allait suivre un cours que j'avais moi-même tracé. Le silence de l'appartement vidé résonnait d'une manière étrange, presque solennelle. Les murs, dépouillés des objets que j'avais laissés s'approprier, semblaient respirer à nouveau. Il n'y avait plus de traces de leur présence, ni les rires forcés, ni les objets déplacés, ni les maladresses accumulées. Chaque pièce reprenait sa vraie fonction, son ordre naturel. Pour la première fois depuis des années, je me sentais pleinement maître de cet espace. Mais le sentiment qui m'animait n'était pas la revanche. C'était la reconstruction. J'avais passé des semaines à planifier la réinstallation. Tout ce que j'avais récupéré fut remis à sa place avec soin. Les meubles que j'avais choisis, ceux que j'avais payés et entretenus, reprirent leur position initiale. Le bureau, autrefois encombré par des piles de documents étrangers, fut réorganisé selon mes critères, minimaliste, fonctionnel, clair. La cuisine retrouva ses ustensiles, chaque assiette, chaque verre, chaque casserole triée, nettoyée et rangée avec un soin presque cérémonial. Les murs nus n'étaient non plus des témoins de tensions passées, mais des toiles pour un nouveau départ. Je pris le temps de poncer les anciennes traces, de repeindre avec des teintes neutres, apaisantes, pour rétablir une harmonie qui m'avait manqué depuis longtemps. Chaque mouvement de pinceau était une affirmation silencieuse. Ce lieu n'était plus un terrain de conflit ou de manipulation, mais un refuge. Le parquet, que j'avais arraché puis replacé avec patience, brillait désormais d'une lumière douce, révélant le soin apporté à chaque détail. La reconstruction ne se limitait pas aux murs et aux meubles. J'avais également besoin de reconstruire l'atmosphère. J'allumais quelques bougies, disposais des plantes que j'avais longtemps négligées, réinstallais les lampes pour créer des zones de lumière chaleureuse. Le silence n'était plus pesant. Il était chargé de promesses, d'espace pour respirer, pour réfléchir, pour exister sans interférence. J'avais prévu que cette étape serait la plus importante, transformer un appartement récupéré en véritable foyer. Ce foyer n'était plus lié à la famille ou aux souvenirs imposés par eux, mais à moi-même, à mon rythme, à mes choix. Chaque objet repositionné, chaque meuble replacé, chaque détail choisi avec soin était une affirmation de ma liberté retrouvée. Le passé restait là, dans la mémoire, mais il ne dictait plus mes gestes. La transformation physique fut accompagnée d'une réorganisation mentale. J'avais préparé un dossier numérique contenant tous les documents, factures et preuves accumulées pendant des années. Ce dossier n'était plus destiné à la confrontation, mais à la sécurité, à la clarté, à l'ordre. Je savais qu'à tout moment, si nécessaire, je pourrais montrer ce qui m'appartenait réellement. Mais pour l'instant, il s'agissait surtout de libérer mon esprit des tensions accumulées. Je passais la journée à installer des routines nouvelles. Les objets quotidiens, que j'avais laissés de côté par obligation ou par tolérance, retrouvaient leur fonction. Les étagères, que j'avais patiemment nettoyées, accueillirent mes livres, mes carnets, mes souvenirs choisis avec soin. Chaque détail, chaque recoin témoignait de ma présence et de ma vigilance, mais surtout de ma sérénité. Le soir, je m'assis sur le sol du salon, entouré de ce qui était désormais véritablement mien. La lumière tamisée rendait chaque meuble familier, chaque plante vivante. Je ressentis une tranquillité que je n'avais pas connue depuis longtemps. Il n'y avait plus de tension invisible, plus de manipulation silencieuse, plus de dette morale implicite. Il ne restait que l'espace pur et la conscience de ce qui avait été reconquis. Dans ce calme, je compris que la reconstruction n'était pas simplement matérielle. Elle était surtout émotionnelle. J'avais transformé la frustration et la colère accumulées en ordre et en structure. J'avais pris ce qui m'appartenait et j'en avais fait un lieu où je pouvais enfin penser, créer, rêver sans contrainte.
Les fantômes du passé, s'ils existaient encore, étaient réduits à un murmure, impuissants face à la solidité du présent. Je passais la nuit à réfléchir à ce que je voulais pour l'avenir. Cet appartement n'était plus un symbole de conflit familial, mais le point de départ d'une vie choisie, délibérée. Chaque décision, chaque geste, chaque objet choisi représentait la souveraineté sur mon existence. La reconstruction était complète, non seulement dans les murs et les meubles, mais dans mon esprit. La paix que je ressentais n'était pas seulement l'absence d'intrusion, c'était la présence d'un ordre et d'une liberté intérieure que rien ni personne ne pouvait plus perturber. Je me couchais tard, le corps fatigué mais l'esprit clair. Demain, la vie continuerait, avec ses défis et ses imprévus, mais cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, je me sentis véritablement chez moi.